Actus. Retour de spin-off spécial Ludiverse, la convention 100% dédiée aux jeux de société, aux figurines, aux jeux de rôle et TCG. Et cette fois-ci, je suis avec le co-organisateur du festival Ludiverse, Grégory Isabelli, qui est également le fondateur de Board Game Arena. Bonjour Grégory. Bonjour, enchanté. Alors déjà, bravo pour la tenue de ce festival Ludiverse, voilà, dont on me dit grand bien. Mais on va repartir un petit peu en arrière. Parce que là, aujourd'hui, j'ai affaire à l'organisateur, à celui qui se dit, bon, est-ce qu'on a eu suffisamment de visiteurs ? Est-ce que les exposants sont contents ? Est-ce que... Co-organisateur. Oui, mais l'autre, il n'est pas là. Donc, voilà, il y en a un autre. On va en parler. On va en parler. Mais avant tout ça, il y a quand même une passion d'enfant, c'est-à-dire que pour la fantasy, le jeu de rôle, on n'organise pas une convention, un salon aussi grand si on n'aime pas la fantasy. Donc, à quel moment c'est né chez toi ? Je crois que c'est né, c'était là depuis le départ, il me semble, mais je crois que c'est un complot de mes parents en fait, et plus spécifiquement de ma mère. J'ai retrouvé, alors qu'il y avait les jeux de société qu'on trouve dans les années 80, c'est-à-dire des jeux complètement basiques, hein, ok. Mais je retrouve des numéros de jeux et stratégies, dont le premier numéro de jeux et stratégie qui est un peu collector, avec, tiens-toi bien, les jeux en encart, même pas dépunchés. Donc ça, c'est un cadeau énorme. Tu trouves ça dans la librairie du salon. Donc moi, je trouve ça, je découvre un monde, quoi, tu vois. Et je dépunch les jeux, je me dis, c'était du wargame des fois. Enfin, ils allaient lourd, hein. Jeux et stratégie, des fois, c'était des trucs. Moi, j'avais quel âge là-dedans. Je sais pas, j'avais peut-être 8, 9, 10 ans, quoi, tu vois. C'est tôt, oui. Et je tombe là-dessus et je fais waouh. Et du coup, direct, je tombe là-dedans. Après, ta maman était joueuse aussi ? Pas tant que ça. Maintenant, je l'ai remis parce que maintenant, sachant oui. Ça, c'est moi finalement qui l'ai ramené ça, mais sur le tard, quoi, tu vois. Mais non, à cette époque-là, c'est vraiment, c'est un cadeau que m'a fait ma mère sans le savoir, tu vois, quoi. Et donc, forcément, à 8 ans, quand t'abordes un jeu de stratégie comme ça, comment tu fais ? T'as besoin d'avoir un adulte quand même pour... Tu fais pas parce que déjà t'as pas d'adversaire, et puis il y a pas tellement de magazines. Jeux et stratégie, ça a pas duré, hein. Ça existait plus. Et alors à cette époque, il y avait Casus Belli. Et alors moi j'ai adoré, et sans jouer au jeu de rôle, je crois que je fais partie de ces gens-là, et je pense qu'il y en a pas mal qui achetaient les Casus Belli juste pour les illustrations. Pour les illustrations, pour les histoires, parce que je trouvais ça génial, même mieux qu'un roman, quoi. C'est-à-dire tu lis un scénario de jeu de rôle, c'est ton roman, tu vois, c'est toi qui inventes ta propre histoire. Ça, j'ai toujours trouvé. J'ai une collection de Casus Belli des années 90 incroyable. Et à l'époque, le jeu de société, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Je pense, tu vois, ce serait aujourd'hui, j'aurais un choix pléthorique. J'envie les gamins de cet âge-là, quoi. Oui, ça de toute façon, c'est pour le coup, quand on est à cheval comme ça sur les années 80-90 et qu'on voit les générations actuelles. Quand on voit ce à quoi ils ont accès en termes de jeux de société, de jeux vidéo, de mangas, de plateformes d'animés ou ce genre de choses, tu te dis waouh. Ouais, c'est ça. Et à l'époque, c'était un peu plus limité, quoi. Enfin, voilà, j'ai beaucoup joué à Risk et à Hotel, tu vois, ça te forge pas, te forge pas un joueur, quoi. Et après, j'y suis revenu plus tard, si tu veux. T'étais fils unique ? Non, j'avais une sœur, mais à peu près comme moi, quoi. C'est-à-dire, joueur, pas joueur, mais pas la matière, quoi, tu vois. Et finalement, comme beaucoup de joueurs, c'est-à-dire c'est venu sur le tard, et voilà, vers 23, 24 ans, et par les copains qui viennent te dire, qui viennent t'emmener, tout ça, et puis tu redécouvres ta passion d'enfance, en fait. Tu te dis, mais en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça qui me plaît, et c'est ça que... T'as développé un cercle d'amis qui sont amateurs de jeux de société aussi ? Ouais, c'est ça. Des collègues, enfin des ex-collègues, et donc on s'est mis à jouer au bureau, puis que les bureaux sont devenus trop petits, et du coup on s'est mis à jouer chez les uns les autres, comme beaucoup de personnes. C'était dans quelle boîte ? C'était à Cli Data System, qui est une boîte de région parisienne, une boîte d'informatique. Dans les boîtes d'informatique, il y a plein de joueurs. C'est des nids à joueurs. C'est là où je voulais en venir, c'est que voilà, c'est ça. Il y avait un nid de nerds. Il y avait un gros nid de nerds que je vois toujours, et c'est à eux que je dois vraiment d'avoir retrouvé ma passion d'enfance, finalement. Voilà. Et donc les jeux de société se sont faits avec les collègues pendant les pauses
du boulot. Et à quel moment en fait tu t'es dit tiens, je pourrais quitter l'informatique et en faire mon cœur de métier? Ouais, alors ça c'est venu c'est venu après, et c'est venu pour une raison très particulière, c'est que moi à l'époque, ce que je voulais faire, c'était pas du tout de bosser dans le jeu de société. Je voulais bosser dans le jeu vidéo. Je trouvais ça trop cool, comme beaucoup de jeunes à cet âge-là, t'as envie de bosser dans le jeu vidéo. Et moi je voulais faire mon jeu vidéo, parce que j'étais développeur, et ce qui m'intéressait, c'était les MMO. Parce que les MMO, c'est le côté social, c'est le côté tu poses des règles. Et tu vois, les gens, ils en font ce qu'ils veulent, ils construisent des sociétés, ils construisent des organisations, et moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant, en fait, de faire ça. Et j'ai passé 12 ans à essayer de construire un MMO, un jeu de civilisation, et j'y suis jamais arrivé, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait peut-être 6 versions, tu vois, de ce truc-là, et à chaque fois, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Et à force de jouer aux jeux de société, vers l'âge de 29 ans, je me suis dit, mais en fait, je sais ce qui marche pas, c'est qu'en fait, mon jeu est nul. Mon jeu est nul. Non, mais tu vois, ça paraît con comme ça, mais tu vois, moi, bon, je suis pas un informaticien brillant, mais je suis un informaticien pas trop mal, donc je trouvais que ma technique était pas trop mal. Tu vois, mon jeu, il a de la gueule, c'est un bon site internet. Il y a des joueurs qui me disaient, non, mais ton truc là, on sent qu'il y a un truc. Mais ce qui allait pas, c'est qu'en fait, le jeu était nul. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, il suffit de retirer mon jeu. Ma plateforme, elle est super. Je veux dire, tout techniquement autour, c'est super. Je retire mon jeu, je mets le jeu des autres, ceux qui sont bien. Donc, je suis allé prendre. Alors, je suis pas allé prendre les jeux pourris, hein, tu vois. Je suis allé prendre les meilleurs jeux. Je suis allé prendre les Carcassonne, les best-sellers, machin. Je les ai mis. Et puis, il y avait déjà tout présent. On pouvait jouer en temps réel, on pouvait discuter, on pouvait créer des groupes d'amis. Tout ça, c'était déjà présent dans mon MMO, si tu veux. Et du coup, les gens ont vu ça. Et puis, ils ont fait waouh, quoi. C'est voilà, quoi. Et là, tout de suite, ça a marché. Oui, en fait, la structure était bonne, c'était le scénar, et pourquoi tu t'étais envie de jouer ou pas, et qui peinait un peu plus. Ouais, non, mais le jeu était franchement pas à faire, quoi. c'était voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça facile. J'ai trouvé ça hyper simple parce que du coup, voilà, t'as les jeux, à l'air de rien, il y a rien comme règle, hein, tu vois, par rapport à un jeu vidéo, c'est rien du tout d'adapter un Carcassonne ou un 6 qui prend, un machin. Donc moi, j'ai mis Carcassonne, 6 qui prend, machin, tout ça pour voir, quoi, presque pour pas gâcher, quoi, tu vois. Et je mets ça en ligne. Et bon, tu sais, t'appelles tes potes. Tu fais, vous voulez pas venir à 20h, hein, à 20h, et puis on fait bien du bruit à 20h sur le site, hein, on dit à tout le monde qu'on est là, tout ça, machin, quoi. Puis bon, voilà, donc il y a jamais personne sur le site. Et puis en fait, je comprends pas, un jour, il y a Trick Track qui en parle. Et là, pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi à un moment Trick Track se met à pondre un article sur ton site qui est un site pirate, clairement, comme le site marchait bien et qu'il remplissait sa promesse, à savoir que tu pouvais jouer en temps réel avec des personnes qui étaient distantes, les gens disent waouh, quoi. Et depuis, ça n'a pas arrêté. En fait. Depuis cette Donc le coup d'envoi, ça a été l'article. Ouais. Et alors le truc fascinant là-dedans, je crois que je l'ai déjà raconté ça. Je sais plus. Je sais pas si je l'ai déjà raconté en fait. C'est que c'était à l'époque, c'était un gars qui s'appelait Monsieur Vincent sur Trick Track. Je me souviens, c'était début juillet 2010, un truc comme ça. Et ce monsieur que je ne connais pas et que je n'ai jamais rencontré, et pour cause, parce qu'il est décédé quelques jours après avoir posté cet article. C'est horrible comme histoire. Fall en avait parlé à l'époque. Moi, j'étais un peu tombé de ma chaise parce que du coup, je ne sais pas. Et personne ne sait. Pourquoi il a choisi d'en parler. Pourquoi il a choisi d'en parler. Donc, tu vois, donc ça c'est un truc de dingue. Je me suis jamais expliqué ça. Et je me jamais. Si c'était pas tragique, ce serait drôle. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc je suis content de le citer parce que du coup je le remercie à titre posthume. Du coup c'est lui qui a lancé véritablement BGA. Ouais. Et donc tout d'un coup beaucoup plus d'influence sur le site. Ouais. Du coup, beaucoup plus de problèmes. Oui, parce que, comme tu l'as dit, c'est un site pirate. C'est un site pirate. Et donc, avant d'autres articles, tu as eu plutôt des ayants droit qui sont venus te voir en te disant c'est bien votre truc, mais. En vrai, c'est pas bien. La communauté est plutôt bienveillante. Donc, en fait, d'abord, tu te prends des articles plutôt bienveillants en disant non, mais en fait, le site est vraiment bien. À l'époque, il n'y avait pas de site pour jouer vraiment en temps réel. T'avais des sites pour jouer au tour par tour, tu sais, tu joues et puis l'autre a un email et tout ça, c'est hyper lent. En temps réel, il n'y avait pas vraiment de site, ou alors ils étaient vraiment pourris, quoi, tu vois. Donc il y avait une vraie nouveauté, il y avait un vrai engouement, et voilà. Et puis en fait, j'avais tapé tellement des best-sellers que j'étais complètement en dessous des radars, quoi, tu vois.
Et puis du coup on a beaucoup grossi, tu vois, on mettait souvent des jeux en ligne et tout ça comme machin, et puis à un moment ça se voyait trop quoi. Donc là en fait non, ouais, on a commencé à avoir des éditeurs qui ont tapé de plus en plus fort. Enfin, tout est venu en même temps. Oui, enfin en gros les lettres d'avocats ont fini par arriver quoi. Ouais, très vite. Même remise par huissier devant toi en disant sous une semaine vous cessez toute activité, sinon c'est fini. Alors évidemment, tu t'exécutes. Tu t'exécutes, mais parce que, en fait, j'ai jamais voulu nuire, tu vois. Moi, c'était pas le but, c'était nuire. En fait, moi, j'ai pas demandé parce que déjà, de base, je pensais que ça marcherait jamais, tu vois, que je faisais ça pour moi et mes potes. Et puis après, en fait, t'es débordé, en fait. Après, en fait, c'est de la gestion de succès. Oui, c'est un peu comment les premiers sites de Scantrad. Ce sont les fans de manga qui se sont dit bah tiens moi je vais traduire le truc en français et puis en fait au bout d'un moment il y a des éditeurs qui disent mais vous vous rendez compte mais quoi, parce que j'adore le personnage, on s'en fout en fait. Non mais c'est ça, c'est un business, mon ah ok. Mais alors du coup en fait toi t'es amateur, t'as ce genre de truc, alors du coup tu cherches une porte de sortie, donc la porte de sortie c'est on fait de la pub. Alors il y en a qui disent ok parce que de fait ça leur fait de la pub. Il y en a d'autres qui disent pas ok, tu retires le site. Et à un moment on est à ça de, parce que tu vois, quand t'as des jeux, tu programmes un jeu, hein, ça passe des fois t'as passé peut-être 2 mois de travail sur un jeu, donc quand t'as 2 mois de travail et que tu dois le retirer, tu vois, ça fait un crève-cœur quoi. Et je me souviens à l'époque on avait Dominion et Race Force Galaxy, qui étaient 2 jeux qui cartonnaient sur BGA, qui étaient super forts, qui sont 2 jeux du même éditeur, Rio Grande Game, et moi j'ai écrit à Rio Grande Game presque la lettre et moi dans ma tête je m'étais dit répondre non, j'arrête en fait. Et j'ai attendu je sais pas 1 semaine la réponse de Rio Grande, où tous les jours je me disais ça va de toute façon ça va s'arrêter, et il m'a répondu genre juste yes, go for it, mais genre je sais même pas s'il a lu du ouais vas-y quoi, mais genre je sais pas quoi. Et moi ce yes go for it ça veut dire je vis quoi en fait quoi. Tu vois, donc ça c'était énorme. Surtout qu'en plus c'est marrant pour lui, ça devait être juste où il a répondu à un mail comme ça, et en fait il y a une existence qui s'est trouvée chamboulée. Non mais après je l'ai rencontré, ce gars-là, c'est un Texan qui est hyper sympa, qui gère un peu tout lui-même et tout quoi. Et bien sûr quand tu le vois c'est yes go for it quoi. Et c'est génial quoi. Et du coup on a pu continuer à avoir Dominion, Race Force Galaxy, puis après il y a Libellude qui nous a fait confiance pour avoir un jeu qui s'appelle Seasons, qui était disponible avant qu'il sorte sur BGA. Et ça a fait un énorme carton, et voilà. Et en fait, c'est un accès anticipé, c'est ça? Ouais, en accès anticipé. Du coup, en 3 ans de temps, on est devenu largement le site leader mondial de jeux de société en ligne, quoi. Voilà. Et donc là forcément les partenariats plus sérieux s'étaient mis en place, et donc j'imagine que tout d'un coup il y a un plan de carrière qui se profile ou pas encore? En fait c'est compliqué, donc à ce moment-là on est 2, donc parce que j'embarque un associé au moment où on légalise le site quand même, histoire de voilà. Mais si tu veux tu vas pas tout seul aller en prison. Non, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Non mais c'est super intéressant comme question, parce que au final je me suis aperçu que moi j'étais un peu trop à aller un peu trop de l'avant, et j'avais besoin de quelqu'un qui me retienne un peu. Voilà. Okay. Et avec Emmanuel on avait un peu ce fonctionnement là, c'est-à-dire que en gros quand je proposais d'aller dans 15 directions et que lui me disait non, attends, ça c'est n'importe quoi Greg, en général c'est que c'était les 5 bonnes directions, donc du coup on fonctionnait bien comme ça. Et du coup tu vois on est 2, ça se développe, mais c'est pas un plan de carrière. C'est pas un plan de carrière, parce qu'en fait on gère le succès d'un truc qui est un site gratuit en fait. Donc on avait des petits trucs, donc ça nous permet d'avoir des clopinettes, de bosser à 80%, ce genre de trucs. Mais en fait il n'y a aucun site de jeux en ligne qui gagne de l'argent à ce moment-là. Donc en fait le modèle économique n'existe pas. Oui, parce et même la publicité c'est pas suffisant pour vous rémunérer. C'est la pub, c'est rien. Oui, c'est rien, ouais. Et puis en plus on n'aimait pas ça ni l'un ni l'autre. Enfin tu vois, en fait il y a rien, et quand il y a personne, quand tu vois t'attaques un modèle où tes concurrents, tu sais à peu près où tu vas, tu connais la taille du marché, etc. Là on connaissait ni la taille du marché ni le modèle économique. Donc en fait nous on se disait juste on est un site cool, on bosse le soir et le week-end de jeux de société.
Et ça, on a fait qu'à côté, ça. t'avais toujours ton boulot d'informaticien. C'est ça. Oui. Voilà. Et on a fait ça 6 ans. Tu vois, donc pendant 6 ans, on a rien gagné, quoi. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que après, on voulait récupérer les best-sellers. On voulait récupérer les Carcassonne, les Seven Wonders, tu vois, ceux qui font le marché, quoi. Et au début, on y allait de manière hyper naïve, quoi. Genre, bonjour, monsieur l'éditeur de Carcassonne. Nous, on est un site qui fait en sorte que les jeux soient hyper connus. Les mecs ils disaient mon jeu il est hyper connu. Il est déjà hyper donc en connu, fait j'ai absolument pas besoin de vendre, quoi. Et en fait c'est Bruno Catala en fait qui nous a débloqué, et Rainer Knizia, les deux, parce qu'ils voulaient pas mettre leur jeu sur le site. Ils nous disaient moi je mettrai le jeu sur votre site le jour où je gagnerai de l'argent. Et après on a fait en fait c'est bien sûr. En fait on va les payer, nous on va faire payer les joueurs, on va mettre certains jeux, ces jeux là que tout le monde veut, on va les mettre en payant sur le site. Ça va nous permettre de reverser des sous aux ayants droit. On va leur faire gagner de l'argent. Les joueurs seront contents parce qu'ils auront des jeux. Et nous, on va pouvoir trouver notre modèle économique. Et c'est super difficile. C'est super dur parce que t'as fait pendant 6 ans un site que t'imaginais gratuit. Oui, et tout ça, machin. Et puis surtout, il y a déjà une communauté qui est habituée à la gratuité. Exactement. Et on le sait, c'est parce que ça fonctionne tout le temps. Quand les gens sont habitués à la gratuité et qu'un jour tu leur dis, vous savez, en fait, jusqu'à maintenant, tout ce qu'on vous a offert, c'était parce qu'on avait accepté de manger des cailloux. C'est ça. Et donc là, vous voulez bien donner un petit peu. Oh, c'est compliqué pour moi aussi, là, c'est pas le bon moment. C'est exactement ça, tu vois. C'est exactement ça. Puis en plus, tu leur demandes beaucoup parce que tu dis la communauté, on est que 2, tu vois, on a des milliers de joueurs à gérer, donc aidez-nous, tout ça. Enfin, voilà, c'est normal. Et après, tu te retrouves à ça. Et c'est pour ça qu'en fait, on était face à un mur. Et le mur, on l'a résolu en se disant, attends, on va arrêter de se prendre la tête. Il y a 2 modèles. Dans le monde du jeu de société, c'est comme dans l'édition en général, il y a 2 mondes. Il y a le monde des best-sellers, qui est un monde de business, qui est un monde d'argent, qui est un monde où ça vend beaucoup, où ça attire beaucoup et qui fait une majeure partie de l'audience. Et à côté, t'as tout un monde de jeux qui se vendent à quelques milliers d'exemplaires, qui veulent leur place au soleil, qui veulent leur place à la lumière, où l'auteur a consacré du temps et ils veulent que le jeu vive et continue même à vivre après l'épuisement de la boîte. Et ces jeux-là, on a envie de les faire vivre. Et jusqu'ici, c'était les jeux qu'on traitait en fait sur le numéral. Et on s'est dit, on va faire 2 modèles, voilà. Et ces 2 modèles vont coexister. Donc on a gardé complètement l'ancien modèle sur toute la partie du catalogue qui sont ces jeux-là. Et après pour les jeux premium, tout ça machin, on a fait un système à la Netflix, c'est-à-dire t'as un abonnement et dès que tu payes l'abonnement, t'as accès à l'intégralité du catalogue. Et ça reverse des royalties à tous les éditeurs. À Carcassonne. Voilà. Et ça permet de rendre tout le monde content finalement, quoi. Voilà, c'est ça qu'on a trouvé. C'est un ça, on a mis 6 ans à le trouver. Qui s'élève à combien ? Alors à l'époque, il était vraiment pas très cher, et aujourd'hui, je crois qu'il est toujours. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est encore 36 € par an. D'accord. Tu vois, donc en fait, globalement, c'est le prix d'une boîte. Oui. Donc pour le prix d'une boîte, tu joues à tout Board Game Arena. Donc là, aujourd'hui, tu as 1400 jeux sur BGA, autant que tu veux, quoi. Donc voilà. Mais on était 2 ingés. 2 devs, donc en gros des bus en marketing, des bus en communication, etc. Donc en fait on s'est dit non mais tu sais quoi, en fait on va juste faire des prix bas, on va faire des prix super bas, et du coup les gens ils auront, enfin voilà, il y a plein de forums où ils disent mais genre Board Game Arena, mais c'est le deal du siècle, quoi. C'est un no-brainer, quoi. C'est voilà. Et en fait nous c'est ça qu'on voulait, quoi. C'est juste les gens ils font de la pub pour nous parce qu'on est super bien et pas cher, en fait, quoi. Voilà. Oui, puis en plus du coup tu peux vraiment jouer pour le prix d'une boîte. Ouais. T'as accès à je sais pas combien de jeux. Ouais. Puis nous, on préfère avoir 2 fois plus de gens avec un prix 2 fois inférieur, quoi. Tu vois, parce que du coup, voilà, forcément, t'as plus de joueurs, la communauté, elle est, enfin voilà, c'est. Et est-ce qu'il y a eu un moment donné où il y a eu un point de bascule en termes d'affluence sur le site ? Ouais, c'est le Covid. C'est le Covid. Voilà, le Covid. Ah, le Covid. Ah, le pangolin, il a du bon. Mais non, mais le pangolin du bon. Alors non, ouais, alors non, mais bon, à la fois c'est une période qui est terrible parce que voilà, c'est terrible. À la fois, on a eu le sentiment de ne pas avoir eu le même confinement que tout le monde, quoi. Alors, à gérer humainement, c'était l'horreur, et en même temps c'était enthousiasmant. C'était l'horreur parce que le site tenait pas, en fait. Oui, parce que justement, c'était ma question. Plus il y a de monde, plus en fait la bande passante, elle est. En fait, il y a rien. Même la bande passante, tout. Enfin, je veux dire, c'est quand même un site qui est assez complexe. Tu vois, de faire tourner plein de jeux en temps réel, etc. Machin, ça réclame quand même une architecture complexe. Et quand tu démarres un service comme ça,
tu t'attends à faire x10, x20, etc. C'est ce que tu veux. Tu fais de la pub pour ça, etc. Donc, tu as tout dimensionné pour ça. Pas x100. Mais pas au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, en fait, personne fait x10 au bout de 10 ans, en fait. Ça n'arrive pas. Tu vois, t'as pas demain un truc qui va se passer qui va faire que Netflix fait x10. Enfin, sauf un nouveau Covid, quoi. Mais ça, personne l'avait imaginé, tu vois, quoi. Voilà. Donc, nous, on était démunis, quoi. Donc, on a tout fait pour accueillir tout le monde. Parce que derrière, les gens nous disaient, vous êtes le dernier moyen de jouer aux jeux de société sur cette planète. C'était ça qu'on avait en message de gens, quoi. Les joueurs avaient plus que cette possibilité-là pour pratiquer leur loisir. C'était des joueurs au niveau international. Absolument, dans le monde entier. Et donc nous, on se sentait dépositaire de ça et responsable de ça. Sauf qu'on était toujours que 2, quoi. Je crois qu'on était 3 à l'époque. Enfin, tu vois, ça revient au même, quoi. Donc voilà, tu te retrouves avec ça. Donc bah tu donnes tout ce que t'as. On a donné tout ce qu'on avait. On a fait ce qu'on a pu. Ça allait. Le site, bon, ça allait. Des fois, le soir, ça allait pas, mais globalement, ça a été. On a réussi à absorber à peu près la charge. On a fait x10, effectivement. Et voilà. Je pense qu'en 2 mois, on a fait le boulot de 2 ans peut-être. Vraiment en termes d'architecture et d'informatique et de montée en charge de tout ce qu'on a fait. Ouais, on a dû faire 2 ans, 2 mois, quoi. On a embauché des gens, Yann Parovel qui nous a rejoint à ce moment-là, sans contrat de travail, quoi. Enfin voilà, on a régularisé après, quoi. Oui. Tu vois, mais genre non, mais là il faut juste que tu viennes et j'ai même pas le temps de te faire juste une promesse d'embauche, quoi, tu vois. Donc voilà, donc période à la fois extrêmement fatigante, enthousiasmante, une grande responsabilité, ouais, vis-à-vis des joueurs qu'on a essayé de remplir du mieux qu'on pouvait. Et voilà, cette situation où après BGA est devenu ce que c'est aujourd'hui, quoi. Ouais. Et donc une fois que on sort du Covid, ouais, que il y a ce site qui a grossi de manière exponentielle, c'est quoi le cheminement de pensée? Le cheminement, c'est qu'en fait t'es épuisé. En fait, dans ta tête, t'es épuisé. Tu fais ce que t'as jamais fait avant, c'est embaucher des gens. Gérer le succès, faut réparer, parce que tout ce que t'as fait en 2 mois, c'est de la chirurgie avec des couteaux de boucher, hein. Donc du coup, chez toi, quoi. Voilà. Mais du coup, tu dois tout après bien recoudre bien proprement, parce que pour que le patient il puisse supporter dans le temps tout ce que t'as fait, quoi. Voilà. Donc du coup, voilà, tu fais tout ça et en fait après. Moi déjà j'étais épuisé par tout ça. Moi je me suis jamais attendu à avoir un truc de cette taille-là. Au début je l'ai démarré voilà, comme je t'ai raconté tout à l'heure, le but c'était pas de faire un c'était un petit voilà, pirate et puis le but c'était pas d'avoir une équipe de 10 personnes à gérer avec un site leader. Tu continues toujours à être informaticien à côté. Ouais toujours. Ouais, non, là à cette époque là je suis à plein temps, hein. C'est voilà, quand le Covid est tombé, on était tous les deux à plein temps. En fait, dès qu'on a mis en place le modèle premium, on a pu se dégager de salaire. Mais heureusement, sinon je sais pas où on serait. Mais là, grosse envie de passer la main. Ça fait 12 ans. C'est allé à un niveau, on a percé tous les plafonds de verre qu'on s'était fixés. On a des propositions. Parce que là, à cette époque-là, post-Covid, du coup, les gens regardent sur le digital, voilà. On a des propositions sur la table, les planètes s'alignent, et là, nous, on se dit, là, c'est le moment de trouver une maman pour le bébé, en fait, quoi. Une maman pour le bébé, en se disant, franchement, là, le chemin qu'on a fait, voilà, maintenant, en gros, on a percé le trou, maintenant, faut le maintenir, faut continuer de le faire grossir, etc. Mais ça, c'est pas notre kiff, ni à moi, ni à mon associé depuis le départ. Prenons le temps au lieu de s'accrocher à un truc bêtement, tu vois, aussi aller prospecter un petit peu. Ouais, puis surtout quelqu'un dont on soit sûr que le site existe encore dans 20 ans. Oui. Tu vois. En fait, les sites internet, c'est super fragile. Enfin, tu sais, tu fais du contenu digital. Moi, je trouve ça. Encore, tu fais du contenu digital. Tu peux te dire que tes vidéos seront encore là dans 20 ans. Mais un site internet est ultra fragile. Enfin, tu vois, si ça disparaît, c'est vanished, quoi. Enfin, tout ce que t'as fait, ça n'existe plus, quoi. Et donc, moi, j'ai à cœur que, voilà, ce qu'on a réalisé perdure dans le temps, que ça serve encore longtemps à plein de joueurs. Et donc, la clé, c'est de trouver la bonne maman pour ton bébé. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est la bonne maman pour ton bébé, c'est la maman qui ne veut pas que le bébé disparaisse.
Si BGA était allé, je sais pas moi, dans un monde du jeu vidéo, ça aurait été la 3e roue du carrosse de machin. Ah ouais, c'est le truc cool dans le coin pour les joueurs de jeux de société, quoi. On l'a vendu donc à Asmodée, un acteur du jeu de société, parce que j'ai estimé que ce serait toujours important pour eux. Asmodée peut pas merder avec le site numéro 1 leader du jeu de société en ligne. C'est pas possible. Voilà. Donc c'est ça que je voulais comme maman. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait, et je suis très heureux qu'on ait pu le faire avec eux. Et voilà, moi je pense que c'est la meilleure maman qu'on pouvait trouver pour le bébé. Et donc ensuite, quand on se retrouve comme ça, désormais sans enfant, voilà, ou un week-end sur 2, et il est à la maison pour dire oui, ça va, Asmodée me traite bien. Oh bah tu sais, Asmodée fait pas les choses, elle fait mieux les potes que toi. Enfin, c'est des trucs. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que ce papa soudainement libéré ou ces papas vont faire pour filer ta métaphore ? Non, mais qu'est-ce que tu fais ? En fait. Tu l'as voulu déjà, donc c'est ça. Je veux dire, quand t'es entrepreneur et que t'aimes créer les projets, à un moment tu te retrouves fatalement dans le creux de la vague. Ce qui est quand même, quand on t'écoute, Grégory, est un vrai saut de la foi, parce que grosso modo, vous avez un site que vous amenez moi, j'ai bossé à la radio avec des producteurs, notamment un Égyptien très connu du service public qui s'appelle Nagui. Et je lui avais posé la question un jour, mais pourquoi en fait il continue à faire des émissions de radio, des talk-shows, alors que il y avait ces émissions qui cartonnaient à France Télévisions. Et il me disait parce qu'en fait j'ai tellement connu des périodes de vaches maigres que je n'insulterai jamais je n'arrêterai jamais de moi-même si les spectateurs continuent de regarder, eu égard à ces moments où j'aurais tout fait pour que on me donne du travail. Donc là, non, il y a du vrai là-dedans. Ouais. Là, vous aviez donc BGA qui cartonne sortir du Covid et tout ça, et vous dites bon, on va le vendre et et tu te retrouves seul. Je veux dire, t'étais avec 10 millions de personnes tous les jours qui scrutent le moindre truc. Je veux dire, BGA, tu changes la couleur d'un bouton, c'est waouh, quoi, tout le monde le voit, quoi, tu vois, à zéro, quoi. Ta commu, c'est zéro. Mais c'est ok. Et c'est ok parce que c'est fatigant aussi. Une commu, même si elle est bienveillante, parce que c'est fatigant, un truc qui doit tourner 20. Oh, il y a tellement de non-dits. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est fatigant. Mais une commu de nerds, je sais que ça peut être. Non, je veux dire, c'est pas des non-dits, mais. Tu sais, moi j'ai un peu travaillé à la RATP, où je m'occupais de l'appli mobile. Et oh là là, d'accord, ok. Non, mais tu peux t'arrêter là. En fait, les messages que je recevais sur BGA étaient à peu près les mêmes que ceux avec quand on changeait quelque chose sur l'appli mobile de la RATP. Et j'avais appris à la RATP que c'était de l'amour-haine. Oui. C'est de l'amour-haine. En fait, les gens qui n'aiment pas ton produit ne t'écrivent pas. Les gens qui t'écrivent pour se plaindre du produit, c'est des gens qui adorent ton produit. Et ils l'adorent tellement qu'ils prennent la peine de t'écrire pour te dire que c'est de la merde. Et donc moi, partant de cette expérience-là, j'ai toujours considéré que c'était bien. Et souvent d'ailleurs, quand tu les écoutes, mais tu les écoutes vraiment et que tu prends le temps de les écouter, ce qu'on a toujours essayé de faire sur BGA, quand tu les corriges, plus tu as eu de haine avant, plus tu te prends de l'amour après. Et globalement, c'est toujours ce qui est arrivé. Il n'empêche que c'est fatigant. Il n'empêche que c'est usant, et à un moment c'est-à-dire que tu as envie d'avoir une réaction épidermique, de répondre du tac au tac, c'est bon, va chier. Ouais. Et puis au final, tu dis non, je vais prendre le temps d'écouter, de répondre poliment à ça. C'est ça, pour comprendre pour comprendre, etc. Oui, mais forcément, ça demande du temps. Ouais, et de l'énergie, et de l'énergie mentale. Non, écoute, voilà. Et puis alors, moi, je souhaitais me consacrer à un autre projet, puisque alors ce qui n'a rien à voir avec le jeu de société, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est notre démocratie et ce qui fait qu'elle fonctionne mal en fait aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui me travaille de manière très profondément. C'est un peu lié au fait que je voulais déjà faire un MMO, c'est un peu lié au fait que Board Game Arena, c'est pour relier les gens ensemble. Quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on invente de nouvelles manières avec le digital ou pas avec le digital. Tu veux recréer du vivre ensemble en fait. Ouais, c'est ça. Je trouve ça essentiel en fait, et je trouve que c'est un des problèmes les plus importants de la société d'aujourd'hui. Donc moi, c'est à ça que j'ai voulu consacrer mon temps. Donc c'est aussi pour ça que j'ai vendu Board Game Arena, pour commencer des projets dans ce sens-là.
Mais comme le naturel revient toujours très vite au galop, il y a le jeu qui m'a un peu rattrapé et pris en disant Greg, tu veux pas faire des trucs, voilà. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai 2 projets dans le monde du ludique que j'avais pas forcément imaginé, pas pour moi. J'avais même dit à Asmodée d'ailleurs, je lui ai dit non, je ferai plus rien dans le ludique. Bon, voilà. Et voilà, donc j'ai un jeu dont je peux pas encore parler qui va sortir l'an prochain et qui sur un concept hyper original de jeu d'énigmes en ligne qui est génial. Je peux pas en parler, je peux juste dire ça. Voilà. Mais ce sera là c'est toi aussi qui a conçu alors la structure. C'est on va dire que j'ai eu l'idée originale et après j'ai rassemblé les bonnes personnes qui sont les vraies chevilles ouvrières du truc et ouais, je vais pas du tout leur enlever le mérite parce qu'elles en ont beaucoup, mais je pense que ça va être un carton parce que ça c'est je rassemble du jeu de société que tu peux faire tout le temps avec de l'événementiel qui n'arrive qu'une seule fois par an et je pense que ça va être assez cool, voilà. Mais ça c'est pour début 2027. Et puis après, voilà, il y a eu Paris Ludique et puis après Ludiverse. Ludiverse. Voilà. Et puis, il y a cet aspect politique dont tu nous as pas encore parlé. Ah, tu veux qu'on parle de ça aussi ? Mais oui, bien sûr. On peut parler de ça. On peut parler de ça. Si tu veux, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment impliquer les citoyens dans la vie commune, quoi, dans la vie publique. Comment tu vas chercher, et au final, c'est la vraie question, c'est comment on décide ensemble. Tu vois. Moi, ce qui m'épate, c'est qu'après 10 000 ans de civilisation, on n'est pas résolu ce problème qui est essentiel. Comment on décide ensemble ? Nous, si on se met pour décider ensemble, ça va. On est 2, tu vois. À 3, ça va encore, tu vois. Mais dès qu'on est 6, 7... oui, ça devient compliqué. Ça devient... Mais tu te rends compte qu'on a ce problème-là depuis 10 000 ans et qu'il est essentiel et qui se fait, que des entreprises marchent pas, que des associations marchent pas et que des États entiers ne fonctionnent pas, quoi, tu vois. Et moi, ça m'épate. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de régler ce problème-là. Ce fait que quand t'as plusieurs personnes qui se rassemblent, t'as celle qui parle pas. T'as celle qui parle trop. Celle qui parle trop fort, celle qui a du charisme, celle qui en a pas. Celle qui sait pas parler, tu vois, qui sait pas s'exprimer. Comment on fait pour aller chercher tous ces gens-là et mobiliser l'intelligence collective, tu vois, pour décider ensemble ? Ça, pour moi, c'est un sujet passionnant, c'est un sujet essentiel. Ça devrait être le sujet sur lequel tout le monde se consacre. Alors, c'est pas un sujet forcément qui rapporte des sous. Donc c'est pour ça que les gens mais d'ailleurs, on se souvient aussi énormément de toutes ces doléances, ces carnets de... par exemple. Voilà, et qui ont été lettres mortes, voilà, où il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus, et puis... Mais c'est ça. Mais ça, tu vois, comment on va écouter les gens ? Alors bien sûr, des fois, les gens, ils savent pas s'exprimer, des fois, tu vois, c'est du ressenti, alors c'est de la colère, etc. Mais il faut aller creuser ça, en fait. Et il y a toujours des choses intéressantes, en fait. C'est comme, tu vois, c'est les utilisateurs qui se plaignent sur BGA. Ils se plaignent parce que, tu vois, c'est... Oui, c'est le médiateur de la RATP. Mais quand tu vas creuser derrière, machin, tu te rends compte, en fait, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Mais tu vois, mais il te faut 3-4 messages, tu vois, pour aller chercher. Donc, oui, il y a des gens qui se plaignent, tu vas dire, on va dire, bêtement, des politiques, on dit vas-y, ils sont trop payés, de toute façon ils sont tous corrompus et ils font machin, tout ça. Non mais vas-y, creusons avec ces gens-là, tu vois, allons regarder ce qu'il y a derrière, tu vois. Et ben moi c'est ça qui m'intéresse, et surtout comment on le fait at scale. C'est comment on le fait de manière large pour aller à ça. Le jour où on arrive à faire ça, je pense que on aura moyen d'améliorer énormément la société. Et donc ça, voilà. Tu préconises quoi ? Ça prend quelle forme ? Moi, ça prend différentes formes d'engagement. Alors, j'ai essayé de faire une app, en fait, qui s'appelle Bastille, qui est une initiative dans ce domaine-là. J'y suis allé, mais comme un bourrin, comme j'ai fait avec BGA, et ça a pas trop marché parce que en faisant ça, j'ai appris plein de choses et j'ai appris que c'était pas forcément la bonne approche. Donc aujourd'hui, c'est un peu quelque chose qui est dans l'impasse. Aujourd'hui, je me considère comme un activiste pour l'importation du système de démocratie à la Suisse en France. Je trouve ça tellement débile. Tu veux beaucoup plus de référendums. Ouais, mais en fait, je trouve ça tellement débile d'essayer d'imaginer des trucs en se disant non mais attends, nous on est quand même français. Nous on est les inventeurs de la révolution et tout machin. On doit trouver un truc, tu vois, machin. Alors que de l'autre côté de la frontière, tu vois, il y a un pays qui marche extrêmement bien, qui est pas si différent que nous, hein. Les Suisses, ils sont pas plus intelligents ou plus disciplinés ou j'en sais rien, quoi. Ils ont juste, en fait, des institutions qui permettent aux citoyens de s'exprimer et qui sont hyper mal connues en France, quoi.
Ça, c'est un truc hallucinant. Enfin, moi, quand j'en discute, j'ai creusé ce système-là. Quand j'en discute autour de moi, les gens le connaissent mal. Ils connaissent mal ses avantages. Ils ont l'impression que c'est un truc suisse. Ouais, c'est un truc suisse, mais c'est pas pour nous, ça. Enfin, tu vois, t'as l'impression que c'est les gens qui sont en dictature qui disent non, mais la démocratie, là, ce truc. Faut dire qu'en plus, il y a un régime. Le gros obstacle à ça, je pense que on a un régime présidentiel issu de la Ve République qui lui, il verrait ça d'un très mauvais œil, d'avoir tout d'un coup la base qui dicte beaucoup plus ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Et voilà, le vrai problème, c'est la Ve République et la Constitution, qui est une Constitution qui sert le président. Non, mais c'est vrai. Après, peut-être que c'est parce que je suis informaticien et que je raisonne en informaticien et que je me dis, ça peut se fixer, quoi. Tu vois, que ça peut c'est un bug et que ça peut se corriger. Bien sûr, ça peut se corriger. Mais au final, il n'y a pas grand-chose à changer. Non. En fait, les Suisses, ce qu'ils ont de plus puissant, c'est simple. C'est que tu as une loi qui passe, une décision du gouvernement, etc. Si tu as 2% des gens qui font une pétition et qui disent non, mais ce truc-là, on n'en veut pas, ça déclenche un référendum. Et s'il y a 50% qui disent ce truc-là, j'en veux pas, le truc, il passe pas. Et du coup, le truc génial et que personne ne comprend, c'est que parce qu'il y a ça, les politiques, ils consultent avant. Ils disent non mais nous on n'a pas envie de se prendre un référendum, nous on n'a pas envie d'avoir des pétitions. Oui, donc en fait ils vont parler à l'opposition, ils vont regarder, sociaux. Ils vont consulter les citoyens, ils regardent et machin. Et quand ils sont sûrs que pas tout le monde est d'accord, tu vois, mais que ok il y aura pas de pétition avec de gens que ça mobilisera pas. Bah ça et ce qui se fait, ça passe en fait. Et c'est ça qui est génial, et c'est ça que les gens comprennent pas, c'est qu'ils se disent non mais nous si on met ça en France, mais t'as vu, les gens ils râlent tout le temps, mais on va voter tous les 2 jours, il va y avoir des référendums tous les 2 jours. Mais d'ailleurs on a voté tous les 2 jours. Il suffit de voir ce qui s'est passé après la dissolution et aux législatives. Ouais. Pour moi le vrai bouchon, le nœud dans le tuyau de la démocratie, il est là en fait. Ouais. Je pense que je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, c'est que les Français sont pas différents des Suisses, ils ont envie de participer beaucoup plus activement à la vie de leur pays, mais il y a un blocage qui vient d'en haut. Et voilà, parce qu'il faudra lever d'une manière ou d'une autre. Mais qu'il faudra lever. Ouais. Je suis totalement d'accord parce que mais les gens sont là et même pendant le Covid, ce confinement qui a profité à BGA parce que ça a créé justement un moyen de communiquer avec les autres. Moi, je m'attendais toujours, quand on me présentait les Français, on me disait c'est un peuple rebelle, voilà, ils en font qu'à leur tête, ils râlent tout le temps. Je me disais, logiquement, on dit aux gens de rester chez eux, de signer des attestations eux-mêmes, ça va être un bordel sans nom. Mais en fait, pas du tout. Les gens, dans leur grande majorité, ils ont joué le jeu. Ça se passe bien. Et je me suis dit, donc en fait, les Français sont pas râleurs pour n'importe quoi, c'est pour des choses spécifiques. Et en fait, plus j'avance et plus je regarde, voilà, alors que on organise des élections du jour au lendemain, et ben les gens en fait, ils se déplacent quand même et ils vont voter. Mais ce qui se passe après, c'est que quand le résultat plaît pas, eh ben on va faire des groupes de travail avec des doléances. Ah mais ça me plaît pas. Ils sont pas différents des Suisses. Et en fait, voilà, les Suisses sont aussi râleurs, c'est juste qu'ils ont un système qui leur permet d'être vachement plus efficace. Et au lieu d'aller faire des manifestations à des millions dans la rue, t'as juste un système qui permet que quand les politiques ont déconné, on peut leur dire là vous avez déconné, on corrige quoi. Et ça je trouve ça hyper smart en fait comme système. Ouais. Voilà. Là, c'est la logique de l'informaticien. Ouais, mais voilà. Alors, ce que je vais en faire, je sais pas encore. Il y aura probablement d'autres projets que Bastille dans ce domaine-là. S'il y a des gens que ça intéresse, le mieux, c'est ma page LinkedIn. Je suis désolé, j'ai pas mieux pour l'instant parce que je sais pas dans quel sens ça va se diriger. Mais voilà, en tout cas, où je suis actuellement. Ouais. Et donc il y a ce festival Ludiverse qui s'est créé. Il est né d'un manque en fait. Il est né d'un manque. Donc moi j'ai été 3 ans bénévole à Paris Ludique, qui est le festival le plus gros en région parisienne jusqu'ici, qui est un festival hyper cool, voilà, auquel j'encourage toujours tout le monde à aller. C'est en extérieur, c'est l'été, voilà, c'est la joie de vivre, c'est familial, c'est hyper sympathique. Et c'est structurellement limité. En fait, c'est aussi structurellement limité, ça peut pas tellement grandir au-delà de ce que c'est de par les contraintes météo, de par le fait que c'est en extérieur, voilà. Et moi, je me suis
posé cette question comme tout le monde, je pense, dans le milieu. Pourquoi il n'y a pas de gros festival de jeux en région parisienne, plus gros que ça, comme il peut y avoir à Essen, comme il peut y avoir à Cannes. Et puis, en fait, tout le monde se la pose cette question, personne ne bouge. Et j'ai eu la chance de rencontrer en septembre de l'an dernier donc Charles et Julien, qui sont les deux cofondateurs de Ludiverse. Là, tu me parles de septembre 2025. De septembre 2025. Oui. Ah oui, absolument. Donc c'est eux, hein, les vrais. Oui. Moi, je suis une pièce rapportée en cours de route, qui viennent de me parler ils viennent me parler de Ludiverse. Ils me présentent ça et moi, je percute tout de suite. Je leur dis mais c'est ça en fait. Essen est à 5 heures de train. Cannes est à 5 heures de train. Voilà, on veut faire ça. On veut faire ça, mais on veut faire ça en région parisienne. Alors pas en un an, évidemment, mais le but c'est ça. Je veux dire, il y a une métropole de 11 millions d'habitants. Il y a un réseau de cafés ludiques. Il y a des éditeurs, il y a des ludothèques, il y a des joueurs de partout. Enfin, ça déborde. Ces joueurs-là, on leur donne quoi en fait? On leur dit allez à Cannes. Enfin, voilà, ils ont envie d'avoir quelque chose de près de chez eux aussi, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a un manque, et l'histoire a prouvé, puisque aujourd'hui on voit que ça marche super bien, que c'est vrai qu'il y a un manque. Et voilà, et après, c'est deux personnes qui viennent d'un monde que moi je ne connais pas, qui est le monde du wargame, et le monde du wargame figurine. Et du coup, je leur dis tout de suite, voilà, il vous manque une patte en fait. Il vous manque une patte sur le monde du jeu de société que vous connaissez pas. Vous savez pas ce que c'est un festival sur la partie jeu de société. Voilà, vous connaissez pas ce milieu, etc. Voilà, moi je le connais. Touche à un public bien plus, enfin pour le coup, c'est beaucoup plus grand public que. Les codes sont un peu différents, enfin tout ça. Et donc moi je lui dis modestement, parce que la part que j'apporte dans Ludiverse reste modeste, je vous apporte cette partie-là, voilà. Et parce que je crois en eux. Et j'ai bien fait, parce que de fait on voit aujourd'hui avec Ludiverse, qui fonctionne super bien, que c'est une super équipe. Voilà, c'est une super équipe. Je veux dire, Charles et Julien sont complémentaires, comme une équipe doit être complémentaire. Julien est vraiment quelqu'un avec une force de communication qui est exceptionnelle, avec une énergie qui est incroyable. On le voit là, il enchaîne sur scène, sur Ludiverse, 2 jours où il fait table ronde sur table ronde. Il manque pas d'une once d'énergie du début à la fin. Et Charles est un vrai pro de l'événementiel, mais un pro comme on en aurait besoin dans tous les festivals de France, qui a porté quasiment sur ses épaules le projet du début à la fin, pour un résultat, pour une première édition enfin voilà, j'écoute un peu dans les allées ce qui se dit, qui est assez exceptionnel, quoi. Donc voilà, moi j'ai senti ce potentiel dans cette équipe, et je suis très heureux de les avoir rejoints, en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, tous les retours qu'on en a, les gens sont conquis. Donc, non mais franchement, voilà, ils ont fait un super boulot, et modestement, voilà, j'ai apporté ma contribution, et je suis très très content d'avoir cru dans ce projet. Et je remercie d'ailleurs tous les éditeurs qui ont cru dans cette première édition, parce que c'est pas gagné. Une première édition, c'est jamais quelque chose de gagné. Ah oui. Mais il faut confirmer après l'essai. Les petits problèmes peuvent vite se transformer en graves problèmes. Et un grave problème sur un événement où on a vendu 15 000 billets, ça peut vite être, voilà, enfin 15 000, je suis gentil, je crois qu'on est au-delà. Donc voilà. Et là, ça se passe bien, et c'est vraiment hyper chouette. Enfin, c'est un soulagement pour l'équipe, parce que on a pas mal stressé ces dernières semaines. Moi je dois t'avouer que il y a 3 jours, je savais pas, en fait. Tu sais pas où ça va être, tu savais pas si ça va être là ou là. Tu te dis okay. Est-ce que les gens vont répondre présent ou pas? Les pros ont répondu présent. Les gens, tu vends tous les tickets au dernier moment. Enfin, la plupart des gens achètent leurs tickets une semaine avant, donc tout se joue là. Oui. Mais ça d'ailleurs, c'est quelque chose qui a vraiment changé, je pense, sur beaucoup d'événements artistiques ou événementiels. C'est que c'est fini l'époque où les gens achètent leurs billets 6 mois avant. Je comprends. Enfin, on peut comprendre. Enfin, tu vois, enfin, voilà. Et mais du coup, tu te poses vraiment la question jusqu'à juste avant, quoi. Puis même le jour même, quoi. C'est-à-dire, t'as vendu tes tickets, mais t'as une file, mais si tu mets 5 heures à les faire rentrer, ton festival, il est mort aussi, quoi. Donc il y a tellement de raisons qui font que ça peut foirer. Et puis là, tout se passe super bien, y compris aujourd'hui. La scène est pleine. Voilà, il y a un vrai intérêt. On a fait une scène, on a mis 500 places assises dedans.
il y a des moments, c'est dit peut-être que c'est un délire de youtubeur, peut-être que c'est le délire de Julien Ivy de faire ça, et puis bon, c'est son délire, ça lui fera du contenu, etc. La scène est pleine. Voilà, la scène est pleine. Hier, on avait parfois les 500 places qui étaient prises. Donc ouais, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a besoin aussi de ce genre de contenu en live, ce qui fait bien très sûr. plaisir. Mais en plus, c'est des communautés hyper vivantes, mais comme beaucoup d'épiphénomènes culturels, comme ils restent entre eux, ils sont là. Mais les grands médias en fait ne les voient pas ou ne les entendent pas. Mais ils sont là. Et en fait, faut juste des événements comme ça pour se dire mais waouh, justement la presse se déplace. Là, ils ont vu ce qui s'est passé. Oui. Enfin, le bruit qui c'était dans la rue hier au moment il y avait 2000 joueurs de tournoi qui attendaient à 8h30 dans Montreuil de rentrer. Ça s'est vu. Donc du coup la presse du coup sait se déplacer et c'est bien pour le hobby. Moi, je viens pas du monde du jeu de figurines. J'ai accueilli les tournois, 2000 joueurs de tournois qui sont passés dans une personne toutes les 2 secondes pendant 1 heure pour qu'ils viennent. J'ai vu leurs yeux. Donc c'est des personnes dont certaines sont 40, 50, 60 piges, qui sont des papas, tu vois, des dads qui arrivent avec leurs trucs. Et au moment où ils passent ce coin et où ils découvrent le salon et toutes les figurines qui redeviennent des enfants de 6 ans, mais c'était hyper émouvant. Vraiment, c'était vraiment hyper chouette. Moi je connais pas ce milieu, je trouve ça juste beau. Mais ouais, de les voir, c'était chouette. Et tous. Et nous on était là, mais montez à l'étage. Les tournois c'est à l'étage, oui. etc. Et c'est là, non, mais là on a fait non, c'est fermé pour l'instant. Et nous on était presque là. Oh mince. Oui. J'ai l'impression d'être un papa qui interdit à son gamin. Non mais attends, pas tout de suite. Attends, dans 1 heure tu pourras y aller quoi. C'était génial. C'était génial. Et des perspectives pour l'avenir. Donc là, tu nous as révélé un projet personnel à venir en 2027. Mais il y a d'autres choses qui sont actuellement sur le feu. Sur le feu, ça fait déjà beaucoup. ça fait déjà beaucoup. Non, ça fait déjà beaucoup. Déjà. Voilà. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Point trop d'infos. Bon bah je te remercie Grégory. Il y a 24 heures dans une journée. C'était super que tu sois passé nous voir. Ravi de découvrir votre beau studio parce que il est magnifique celui-là et celui d'à côté, j'adore aussi. Oui. Ouais. Ah bah studio du 7. Ah, trop bien. Merci à toi Grégory. Merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous pour une autre interview consacrée à Ludiverse, à la convention 100% dédiée aux jeux de société, figurines, jeux de rôle et TCG. Voilà, je compte sur vous.